Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Cette semaine, je suis à l'hôpital Émile Durkheim à Épinal. Et dans cette vidéo, on va parler du syndrome de l'apnée du sommeil. Alors c'est parti, on perd pas de temps. Let's go! Voilà, donc on se retrouve dans une chambre du sommeil. Je suis en présence du docteur Catherine Tilkuns. Donc bonjour, je suis le docteur Tilkuns, je suis la chef de service de pneumologie à l'hôpital d'Épinal et donc je fais de la pneumologie mais aussi de la médecine du sommeil. Donc dans cette vidéo, on va parler des syndromes d'apnée du sommeil. Et bah déjà, qu'est-ce que c'est que l'apnée du sommeil? Alors en fait, l'apnée du sommeil, c'est simplement le fait de s'arrêter de respirer ou de respirer moins bien la nuit. Ouais. Et en fait, quand on fait ça, même si on s'en rend pas compte, le cerveau se réveille. Ouais. Et en fait, on a un sommeil qui est complètement haché, on dort mal, on est fatigué. Voilà, c'est ça en fait. Alors justement, quels sont les symptômes d'une apnée du sommeil? Comment est-ce qu'on s'en rend compte? Alors déjà, il y a le ronflement. En fait, ouais. Tous les ronfleurs ne font pas des apnées, mais souvent, en fait, quand on a des apnées, on ronfle. Il y a le ronflement, la fatigue la journée, de se sentir fatigué le matin comme si on n'avait pas dormi, le fait de se lever plusieurs fois la nuit pour faire pipi, les troubles de la concentration, les troubles de la mémorisation. Parfois, on se réveille, on a l'impression d'étouffer en faisant comme ça parce qu'en fait, on s'est réveillé à la fin d'une apnée. Et puis des fois, c'est le conjoint ou la conjointe qui dit oula, mon conjoint, ma conjointe s'arrête de respirer la nuit. Voilà, tout ça, c'est des points d'appel. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est assez souvent quand même le conjoint qui alerte et qui va dire. Ça peut, oui. Mais lorsqu'on est célibateur, qu'on est tout seul, on peut quand même s'en rendre compte de par les symptômes que tu viens de décrire. Le premier symptôme, c'est vraiment la fatigue en fait. C'est le fait d'avoir un sommeil complètement haché et de ne pas bien dormir. Et il y a un autre symptôme qui est moins connu qui peut arriver, c'est l'insomnie en fait. On a des patients authentiquement insomniaques et en fait, ils ont des apnées du sommeil. D'accord. Tout simplement. C'est assez fréquent. Ouais. Alors plus dans certaines catégories de population, plutôt chez les hommes, un petit peu plus âgés. Et un des principaux facteurs de risque, c'est le surpoids et l'obésité. L'obésité, d'accord. Et est-ce que le fait de perdre du poids, ça peut permettre de résoudre ce problème? Ça peut diminuer le nombre d'apnées, on peut ne plus en avoir. Par exemple, quand les gens qui ont perdu beaucoup de poids après une chirurgie, par exemple, des fois ils font plus d'apnée, mais par contre, des fois ils en font encore. Et il y a des gens aussi très maigres qui font des apnées, il n'y a pas que ça. Et donc si on se rend compte qu'on a ces symptômes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? En général, on consulte son médecin généraliste qui va envoyer vers un pneumologue ou un médecin qui fait du sommeil, parce qu'il n'y a pas que les pneumologues qui font du sommeil. Il y a aussi les cardiologues, il peut y avoir des ORL, des pédiatres, etc. On va commencer par faire des examens. On commence souvent par une polygraphie ventilatoire. On va voir après en quoi ça consiste. Et après, on peut avoir des examens un peu plus poussés si on a des doutes. Explique-moi un petit peu ce que c'est que cette polygraphie. Alors la polygraphie ventilatoire, ça se fait en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on à la maison. Voilà, en fait, on vient se faire poser l'appareil à l'hôpital. On rentre chez soi, on dort et on nous ramène l'appareil le lendemain. C'est simplement un petit boîtier qu'on a au poignet qui est Alors tu dis on dort, mais tu disais que des fois on peut être insomniaque, donc si on n'arrive pas à dormir... En fait, on finit toujours par dormir un petit peu. Et nous, on le voit sur l'enregistrement. Donc ça, c'est un polygraphe qu'on va mettre au poignet. On va avoir une sangle sur le thorax, une sangle sur l'abdomen, des petites lunettes dans le nez, un capteur au bout du doigt. Et ça va nous permettre d'enregistrer la respiration, la saturation en oxygène et les mouvements thoraciques et abdominaux. D'accord, donc on garde ça, on dort avec, voilà. Et puis le lendemain, on vient ramener l'appareil. Voilà, et nous, on fait la lecture. D'accord, j'imagine on ne peut pas prendre sa douche avec? Non, non. Ça on serait pas content. Et à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'on est sur des apnées? Parce que imagine si on arrête, on voit le conjoint qui arrête de respirer pendant 1 ou 2 secondes, pas une vraie apnée, est-ce qu'il y a un nombre de... L'apnée, la définition, c'est au moins 10 secondes. 10 secondes? Et en fait, des apnées, on en fait tous pendant la nuit, c'est normal, mais il faut en faire moins de 5 par heure. On rapporte toujours à la durée de la nuit, et au-delà de 5 par heure, c'est pas normal. Plus de 5 apnées par heure, c'est pas normal. Mais on va appareiller seulement au-delà de... Alors ça dépend des symptômes et des antécédents des gens, mais au-delà de 15 ou de 30. Au-delà de 30, on appelle ça un syndrome d'apnée sévère. D'accord, ok. Et donc lorsqu'on a fait cet examen-là et qu'on voit qu'il y a des anomalies, est-ce que ça suffit à poser le diagnostic? Et si l'examen est franchement positif, donc on voit beaucoup d'apnée, oui, on va pas plus loin. Si l'examen, il y a un nombre modéré d'apnée ou alors qui est discordant avec la symptomatologie, c'est-à-dire quelqu'un qui se plaint, qui est très fatigué, qui ronfle beaucoup, et puis sur l'enregistrement, on voit pas beaucoup d'apnée, ça arrive. On doit aller plus loin avec une polysomnographie. Donc c'est la même base d'examen, mais là on enregistre vraiment le sommeil avec des électrodes sur la tête. Et ça se fait une nuit à l'hôpital. Ok, donc là on est dans une des chambres de l'hôpital où on fait la polysomnographie. Donc on va, si on peut montrer un petit peu, c'est une chambre un peu classique, on va dire, à l'hôpital, sauf qu'en plus on a un petit sas qui permet peut-être un petit peu d'isoler, voilà, je pense, au niveau du bruit. On a un petit sas pour isoler du bruit. On a aussi un store occultant pour que l'obscurité soit la plus complète possible, que les gens dorment le mieux possible. Ils viennent l'après-midi, on les branche l'après-midi, mais donc la nuit ils dorment, mais il y a des gens qui dorment très bien dans une obscurité quasi totale. D'accord, ok. Et en plus l'après-midi, on fait ce qu'on appelle des tests de vigilance, c'est-à-dire qu'on met les patients dans certaines conditions d'obscurité, d'inactivité pour
voir s'ils s'endorment. Par exemple, on fait ça pour les chauffeurs routiers. D'accord, ok. Pour voir s'ils ont des risques de s'endormir au volant. Et je vois la petite particularité aussi, c'est qu'il y a une caméra en haut, c'est ça? Donc vous surveillez un petit peu les mouvements. Avec l'autorisation du patient, bien sûr. On surveille les mouvements. Ça peut nous aider des fois quand on a du mal à voir sur l'enregistrement, sur l'électroencéphalogramme, si le patient dort ou pas. Ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe et puis ça permet de détecter parfois des mouvements anormaux. Et donc, est-ce qu'on peut tester cet examen-là? Est-ce que je peux montrer un petit peu aux gens? Je vais pas dormir là, même si je sors de garde, je pourrais presque dormir. Mais non, on va pas dormir, mais juste essayer de montrer un petit peu aux gens à quoi ça ressemble. Et par contre, petite question un petit peu bête, mais si jamais les gens viennent pour dormir et ne dorment pas? Alors en fait, on a parfois l'impression de ne pas dormir du tout. Nous, sur l'enregistrement, on voit parce que l'activité cérébrale, elle est différente selon si on dort pas et selon les stades de sommeil. Donc on arrive souvent à trouver quand même les stades de sommeil. Si vraiment la nuit est trop courte et que ça rend l'examen difficile à interpréter, soit on recommence l'examen ou alors on refait l'examen à la maison pour les gens qui dorment vraiment mieux chez eux. On essaye de s'organiser. Ok, d'accord. Bon, allez, c'est parti. Moi, je suis Thomas Élise, infirmière au laboratoire du sommeil à l'hôpital d'Épinal. Ok, je te laisse m'équiper. Donc là, je vais commencer par te mettre un micro qu'on met donc au niveau du cou. Il va enregistrer en fait tous tes bruits respiratoires, donc l'air qui passe dans ta trachée et tout ça, et tout ce qui est ronflement. Et j'avais juste une question parce qu'il y a peut-être des infirmières qui regardent et qui se posent la question. Infirmière du sommeil, c'est une spécialité? Oui, c'est un diplôme universitaire qui se fait sur Paris. Okay. Ça s'appelle les technologies du sommeil et de la vigilance. D'accord, ok. Et c'est sur 1 an. Bon, c'est pas une année complète, on est en alternance avec le service où on est, mais ça s'étale sur 1 année. Alors, pour que ça tienne, je te mets du sparadrap. Pas de souci. Bon, c'est pas douloureux, ça va. C'est censé tenir 12 heures toute la nuit. Alors, ensuite, on te met un électrocardiogramme. On te met 2 électrodes au niveau du torse. D'accord. Qui vont enregistrer le CG, parce qu'on surveille aussi l'activité cardiaque. Il va falloir que tu soulèves le maillot. En fait, on n'en met que 2, c'est vraiment... 2, ça suffit? 2, ça nous suffit. Et je le fais repasser par ici. Ok, voilà. Ah oui, donc c'est vrai que ça, on peut pas faire ça à la maison. Alors, normalement, on te met ça sur les jambes. Sur les jambes, d'accord, ok. Pour rechercher ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. Ok, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Oui. Communément appellent ça des impatiences. Donc en fait, on les met un pour chaque jambe au niveau du muscle jambier. De la même façon, il faut avoir pris sa douche, je pense, avant de s'équiper comme ça. Voilà, c'est conseillé. Ouais. Et est-ce que le syndrome des jambes sans repos est lié à l'apnée du sommeil ou pas? Ça n'a pas de lien. Ok, d'accord. Mais on profite de la polysomnographie tant qu'à faire, pour faire ce dépistage-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des sangles respiratoires. Je garde le meilleur pour la fin. Oui, toujours. Des sangles respiratoires qu'on met donc au niveau du thorax et de l'abdomen. Oui. Ça va mesurer tes mouvements respiratoires pour voir si on recherche un asynchronisme ou pas. Ok. Souvent, quand tu fais des apnées, ta respiration, elle est un petit peu déstructurée. Alors, il va falloir que tu te mettes debout, j'aurais plus facile. Okay. Alors, elles sont adaptées en fonction de la taille et de la corpulence du patient. Il faut réussir à dormir avec ça quand même parce que... Alors c'est pour ça qu'on les branche l'après-midi. Donc ça c'est au niveau de l'abdomen, ça c'est au niveau thoracique. Plus celle des jambes qu'on voit pas mais qui en plus. Tu peux te rasseoir. Ensuite, c'est le boîtier qui va un petit peu tout réceptionner. C'est le même boîtier qu'on parlait tout à l'heure sur la polygraphie à la maison, c'est ça? Voilà, simplement en hospitalisation, il y a des sorties supplémentaires pour repositionner les câbles. Dessus, tu as un capteur de lumière qui est pour la polysomnographie sur la box et chez les patients à domicile sur le boîtier. Comme ça, on sait si la pièce où ils sont, elle est allumée ou éteinte. J'ai l'impression d'avoir un actimètre. Un actimètre qui est incorporé dedans. Ceux qui connaissent Fallout, on a l'impression. Voilà. Ça, c'est la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque. Que quand ils font des apnées, ils désaturent derrière à la clé. Donc, c'est pour nous un moyen de contrôler. Ensuite, la fameuse tresse. La tresse. Voilà, dans les cheveux. Dans les cheveux. En fait, on met un EEG. Donc bon, je vais pas te les coller parce que... Trop de cheveux, alors il faut raser. Ah oui, on rase. Non. Voilà. Non. Ça passe. Ouais. Je vais te mettre celle-ci parce que c'est vrai sur le visage, c'est pas sur les cheveux. Mais... Donc ça, c'est la masse. Et celle que je te mets là, c'est au niveau des yeux pour enregistrer ce qu'on appelle l'EOG, c'est l'électroculogramme pour les mouvements des yeux. D'accord, ok.
En fait, ça nous permet, quand on étudie le sommeil, de déterminer dans quelle phase de sommeil il se situe. En fonction des mouvements des yeux. Voilà, en sommeil paradoxal, ils ont des mouvements très rapides. Ensuite... Ouais. Ah, c'est pas fini? Ah non, hein, sinon c'est pas drôle. Là, je t'en mets 2 au niveau du menton. Pour le muscle de la houppe du menton, pareil. Alors ça nous permet de savoir dans quelle phase de sommeil tu te situes. Quand tu es éveillé, bah, tu as toujours une activité musculaire. Ouais. Et quand tu es en sommeil profond, bah, il y a une atonie musculaire qui se crée. Ouais. Donc tu n'as plus rien. Donc un relâchement des muscles en fait. Voilà, donc c'est ça. Voir le bruxisme. D'accord, donc le bruxisme, on peut voir le bruxisme. En effet, le bruxisme, c'est lorsque les dents grincent. Les dents viennent grincer, exactement. Sur la tête, tu as ça, les fameuses électrodes qu'on positionne ici, ici et ici. Il y en a 6, c'est ça? Il y en a 6. Voilà, les électrodes qu'on met sur la tête avec un Ok. petit peu de pâte dans le creux. D'accord. Et on vient fixer avec des compresses, c'est comme un peu de plâtre. Et en fait, une fois que tout est branché, Oui. tu viens donc relier tous ces petits fils-là sur la tresse. Alors on ne peut pas se tromper parce qu'elle est... Le fil rouge. Le bouton rouge. Ça, c'est le CG. Ensuite, la tresse qu'on vient brancher pour le cou ici. Et j'ai encore 2 électrodes que je passe normalement derrière les oreilles. Ah bah oui, hein. Pour le G. Ok, toujours. ok. Et elles viennent se positionner, se clipser là Et sur pour les la- oreilles, sur la tête. c'est... Pour les oreilles, c'est uniquement pour le G, c'est les D'accord. références. Alors, sur Plus- la tête, justement, pour pas plus, que ça se sauve, La chaussette, on la met une fameuse... chaussette. D'accord, Moi, ok. je vais te l'éviter, on va être gentil. Ok, bah si, tu peux le mettre, hein. Vas-y, comme ça on a été jusqu'au bout, tant que je suis passé après alors. Je pense que là, J'ai pas mis les lunettes respiratoires encore. Les lunettes respiratoires? Ah oui, on fait des ouvertures. En fait, ça permet aux électrodes qu'on a mis sur la tête de bien tenir toute la nuit. Ouais. Et puis, Ah oui, ça tient bien. tout reste bien en place, on n'a pas de soucis. Ok. Voilà. Ok, On bah, fait parfait. des petites Voilà, c'est bien. ouvertures. Et bah, on met une demi-heure de branchement. Hein. Ouais. Quand on est 2 infirmières, des fois on s'y met à 2. Et Donc ça, ça, donc, c'est les lunettes à oxygène. mais il n'y aura pas d'oxygène. Ça va mesurer en fait le flux d'air qui va rentrer et sortir au niveau de tes narines. Si Ok. quand tu seras en apnée, il va enregistrer qu'il n'y a aucun mouvement. Donc nous, ça va être Ah, donc un ça indicateur. Mine de rien, ça fait beaucoup de données à analyser. Hein. Voilà, donc là, te voilà équipé. Parfait. Et puis après, donc je reste toute l'après-midi comme ça. Et le soir, je vais me coucher. Voilà. Ok, bon bah voilà. Et bah super, bah merci. Voilà, donc on vient de me retirer toutes les électrodes. Et là, je suis à nouveau en présence de Catherine. Et c'est dans cette pièce ici que vous analysez au final les examens. voilà, vrai, ça c'est ça le résultat d'un examen, donc c'est ce qui s'affiche à l'écran. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une polygraphie, donc on n'a pas toute l'activité cérébrale. Oui. Et en fait sur la polygraphie, on va simplement voir le ronflement, on va voir les mouvements du thorax, de l'abdomen qui vont nous aider dans l'analyse, et le flux nasal, donc les petites lunettes qu'on avait dans le nez. Ouais. Et en fait là on voit, donc là on respire, ça s'arrête, c'est une apnée. Et puis Ok. ça reprend. Voilà, donc ça c'est un assez typique d'apnée obstructive du sommeil. Qui permet de confirmer le Voilà. diagnostic. Et après, donc, quel est le traitement? Alors, le traitement va dépendre des symptômes du patient, Oui. surtout de ses antécédents et de son souhait. Le traitement de première intention pour un syndrome d'apnée sévère, ça va être une petite machine qu'on met sur la table de nuit qui va Ouais. envoyer de l'air sous pression via un masque qu'on a sur le nez. En général, on peut le mettre dans les narines, sur le nez, la bouche, ça dépend. Et en fait, ça va envoyer de l'air sous pression qui va maintenir la gorge ouverte, parce que c'est ça une apnée, en fait, c'est la gorge qui se Oui. ferme. Et oui, les gens le ressentent, je pense, assez rapidement. Et Surtout les gens qui ont beaucoup de symptômes, j'ai beaucoup de patients qui me disent mais c'est le jour et la nuit en fait, Ouais, hein. Parce ouais. qu'enfin ils dorment, enfin ils sont reposés. Et il y a besoin d'un suivi Oui, on fait l'appareillage, après il y a une consultation à 4 mois à peu près. Si tout va bien, on fait une consultation par an. Et puis après, s'il y a des soucis, on peut être amené à refaire des enregistrements pour voir s'il n'y a pas des apnées qui persistent. En deuxième intention, pareil, selon les symptômes, les souhaits, on a ce qu'on appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'est fait par les dentistes, certains dentistes, tous ne le font pas. En fait, c'est comme un dentier de boxeur qu'on met en haut et en bas. Et les deux parties sont reliées par des ailettes que le dentiste va régler pour faire avancer un tout petit peu la mâchoire inférieure et dégager la gorge. Et ben merci beaucoup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce sur la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine et encore merci Catherine. Merci à toi. Salut!